Et si exhumer le passé suffisait à bouleverser tout un présent? Au nord du Burkina Faso, non loin de la frontière malienne, le sol d'un village oublié livre un secret funeste. Des ossements humains, découverts là où la terre aurait dû rester vierge. Pendant des décennies entières, ce massacre a été enseveli dans le silence, effacé des archives, ignoré à New York, Paris ou Washington. Les populations locales, pour la plupart agriculteurs et éleveurs, ont vu disparaître des proches sans jamais obtenir d'explication officielle. Leurs voix, pourtant, ne se sont jamais totalement tues. Au cœur du site, un symbole gravé dans la poussière intrigue. Il évoque une vérité que personne ne veut entendre. C'est un motif simple, mais chargé de mystère. Un cercle brisé et une main levée, comme l'ultime appel des disparus. Les indices disparaissent, les témoins fuient ou se taisent, parfois sous la menace. Malgré la pression étrangère, le président Ibrahim Traoré rompt l'omerta. Il ordonne l'excavation publique du site, sous les regards crispés des diplomates et des bailleurs internationaux. Pourquoi prendre ce risque, alors que tant de puissances conseillent d'oublier? Ce qui surgit de la terre va bien au-delà d'un drame local. C'est une révélation qui menace l'équilibre des grandes capitales. Car derrière ce silence se profilent des décennies de contrats obscurs, de vies sacrifiées sur l'autel des mines, de vérités soigneusement enterrées pour préserver la paix des marchés. L'onde de choc dépasse le village, secoue le pays et fissure un récit officiel que l'on croyait inaltérable. Cette histoire rappelle d'autres pages sombres de l'histoire mondiale, comme la découverte des charniers du Katyn en Pologne durant la Seconde Guerre mondiale ou les fosses communes de Srebrenica en Bosnie, qui ont toutes bouleversé la conscience collective bien au-delà de leurs frontières d'origine. Ici, chercher la vérité, c'est risquer l'isolement, perdre ses alliés, s'exposer à la stigmatisation. Mais se taire, c'est offrir son histoire à d'autres, condamner un peuple à l'oubli. Le choix de Traoré n'est ni une revanche ni une plainte. Il transforme la mémoire des disparus en un acte de puissance, d'unité et de dignité. Ce geste rappelle la lutte des mères de la place de Maille en Argentine, qui ont refusé la disparition de leurs enfants en mobilisant la mémoire contre le silence d'État. Mais pourquoi la mémoire de quelques disparus dans un village reculé fait-elle trembler le monde entier? Que cache ce silence qui s'étend de l'Afrique à l'Occident? L'histoire regorge d'exemples où la reconnaissance d'un crime oublié a bouleversé l'ordre établi. En Allemagne, la politique de mémoire sur la Shoah a radicalement transformé la société après-guerre. En Afrique du Sud, la commission Vérité et Réconciliation a permis de panser des blessures profondes, mais non sans secousse politique majeure. Quand la vérité refait surface, elle oblige chacun à choisir son camp. Mais qui, vraiment, ose affronter ce passé? La tentation du confort, de la stabilité, pousse souvent à détourner les yeux, comme ce fut le cas avec le massacre de My Lai au Vietnam, longtemps minimisé jusqu'à ce que les preuves deviennent irréfutables. Comment une fosse oubliée peut-elle secouer tout un pays? Au nord du Burkina Faso, près de la frontière malienne, des enfants gardiens de troupeaux découvrent l'impensable. Une fosse commune contenant plus de 50 dépouilles, pour la plupart jeunes, toutes marquées par la violence. Poignets ligotés, visages figés par la stupeur, leurs vies semblent avoir été arrachées à la nuit sans aucun témoin. Rien dans les archives, aucun article, pas même une ligne des Nations Unies. Le monde entier les a effacés. Pourtant ici, l'oubli est impossible. Les familles réclamant la vérité depuis des décennies. Chaque village porte ses absences comme une plaie ouverte. Le silence n'est plus tolérable. Quelqu'un doit briser la chape du déni, et c'est Ibrahim Traoré, président fraîchement élu, qui prend position. Il visite le site, écoute les anciens et ordonne l'exhumation des corps, la construction d'un mémorial. Il proclame « Il n'y aura pas d'enterrement de la vérité ». Le mémorial, baptisé « Silence », est conçu comme un espace de recueillement mais aussi d'apprentissage où les enfants de la région peuvent venir entendre les récits des anciens et comprendre la portée de ce drame. C'est une rupture. Pour la première fois, le Burkina Faso refuse de céder aux pressions extérieures. Le pays s'engage à ouvrir ses archives, à regarder son histoire en face, même la plus douloureuse. À la place du silence, une volonté nouvelle,
transformer le chagrin en acte de dignité. Des écoles organisent des journées de mémoire, des ateliers de théâtre réécrivent les histoires des disparus, et la radio nationale diffuse les témoignages recueillis auprès des familles. Mais pourquoi ce secret? L'histoire dévoile un réseau d'intérêts. Durant la guerre froide, des contrats miniers opaques sont signés. Des militaires, parfois à la tête de l'État, négocient dans l'ombre avec des sociétés étrangères. Ressources exploitées, promesses d'emploi, puis, soudain, des disparus. Les profits sont comptabilisés, les morts invisibles. Une omerta mondiale transforme la mémoire en champ de bataille secret. Ce scénario rappelle les scandales du delta du Niger, où la manne pétrolière a enrichi quelques-uns, tandis que la population locale sombrait dans la pauvreté et la violence, ces protestations réprimées dans le sang. Pour les familles, l'attente dure depuis trop longtemps. Chaque corps retrouvé fait ressurgir les souvenirs, les espoirs brisés, des enfants disparus, des pères engloutis par des mines dont ils ne reviendront jamais. Un peuple sans mémoire n'a plus de voix. Le vrai danger, voir l'histoire se refermer, volée par ceux qui contrôlent les récits. Au Rwanda, le refus de reconnaître les massacres de Tutsis avant le génocide a nourri un terreau de déni qui a précipité la tragédie. Mais cette fois, l'oubli devient impossible à imposer. Le Burkina Faso choisit de tout révéler, de documenter chaque trace et de transformer la douleur en fierté retrouvée. Pour la première fois, des anthropologues locaux sont invités à participer aux analyses et les résultats sont publiés dans la presse nationale. Face à cette décision inédite, les regards du monde se tournent vers le Burkina Faso. Une lutte commence, où chaque vérité arrachée devient une arme contre l'effacement. Des associations citoyennes créent des « caravanes de la mémoire » qui traversent le pays pour collecter d'autres témoignages, d'autres preuves, et inviter chaque village à se souvenir de ses propres disparus. Que se passe-t-il lorsqu'un petit pays oblige le reste du monde à affronter ce qu'il préfère enterrer? Au Burkina Faso, la mémoire des disparus surgit du silence. Elle devient un acte de défi, une question posée à l'histoire et aux intérêts étrangers qui l'ont longtemps muselée. Ce fut le cas aussi, à plus grande échelle, lors de la découverte des charniers de Timisoara en Roumanie, qui, révélés à la chute du communisme, ont contraint le monde à revoir sa vision du régime Ceausescu. Le gouvernement frappe un grand coup. Il publie tous les contrats miniers datant de la période coloniale, jadis cachés dans des archives oubliées. Des milliers de pages, méticuleusement numérisées, apparaissent sur un portail nommé « Écho de la Terre ». En moins de 3 jours, des centaines de milliers de téléchargements s'enchaînent. Chercheurs africains, journalistes sud-américains, citoyens ordinaires, tous plongent dans ces archives, relient les indices, dévoilent des complicités, des silences monnayés, des fortunes bâties sur le dos du continent africain pour d'autres continents. L'affaire prend une ampleur inédite. Les universités réagissent sans tarder. À Ouagadougou, à Accra, à Rio de Janeiro, de nouveaux cursus s'ouvrent. On enseigne la mémoire minérale. L'exploitation du sous-sol n'est plus seulement une histoire économique, mais une mémoire vivante. Des collectifs de jeunes réalisent des films, organisent des projections dans les quartiers. Ils racontent les vies sacrifiées, les familles éparpillées, le poids du secret transmis de génération en génération. Cette dynamique s'inspire des Truth Commission sud-africaines, qui ont mis l'accent sur la parole des victimes pour bâtir une histoire partagée. Mais ce bouleversement dérange. Les puissances occidentales, informées par leurs ambassades, s'inquiètent. Les pressions diplomatiques se multiplient, aides repoussées, menaces sur les partenariats, accusations de manipulation politique. Les ONG reçoivent l'ordre de réévaluer leur présence. Dans les médias dominants, on minimise. On parle de stratégie, de diversion face aux tensions internes du pays. Cela rappelle la réaction des États-Unis face au rapport Chilcot sur la guerre d'Irak. Minimiser, retarder la diffusion, contrôler la narration. Pourtant, la vague ne s'arrête pas aux frontières. Au Ghana, un ancien douanier publie des registres d'exportation minière jamais déclarés. Au Brésil, des militants autochtones révèlent des cartes de fosses anonymes près de mines d'or détenues par de grandes sociétés. Aux Philippines, en Namibie, des familles de disparus se manifestent.
Partout, des voix longtemps étouffées s'élèvent. Nous aussi, nous avons nos fantômes. Nous ne sommes plus seuls. Ce phénomène de contagion mémorielle rappelle le mouvement MeToo, où la parole libérée dans un contexte a entraîné d'autres à s'exprimer. À Ouagadougou, la mémoire descend dans la rue. Les affiches du mémorial silencieux recouvrent les murs, dessinées par des artistes, distribuées par les étudiants, brandies sur des tracts. Nous n'avons pas été silencieux, c'est vous qui n'avez pas voulu écouter. Les débats s'enflamment, la société civile prend le relais, là où les institutions internationales tergiversent. Des forums populaires sont organisés, où chacun peut venir raconter l'histoire d'un disparu. On chante, on pleure, on se souvient ensemble. Pour le Burkina Faso, l'enjeu est colossal. Affronter les puissants, c'est risquer l'isolement, des sanctions économiques, l'exclusion des réseaux internationaux. Mais capituler, céder au silence, serait accepter l'effacement, la disparition programmée de son histoire et de sa dignité. La mémoire devient alors une question de survie, comme ce fut le cas pour les populations autochtones du Canada, dont la reconnaissance du génocide culturel a ouvert une voie vers la réparation. Dans cette confrontation, une question brûlante surgit. La mémoire sera-t-elle détournée, transformée en arme, ou deviendra-t-elle un levier d'humanité, capable de rassembler au-delà des frontières? Désormais, ce choix ne concerne plus un seul pays. Il interpelle le monde entier. L'histoire du Burkina Faso entre alors en résonance avec celle des Kurdes, qui cherchent encore aujourd'hui à faire reconnaître les massacres subis au XXe siècle. Alors que la tension monte, la population burkinabé s'organise pour tenir tête aux pressions. Un nouveau chapitre s'ouvre, où la résistance s'incarne dans chaque geste du quotidien. Des comités locaux de mémoire voient le jour dans chaque province, et un réseau d'archivistes bénévoles se mobilise pour recueillir tous les témoignages disponibles, avec le soutien de la diaspora. Et si la vérité n'était pas une arme, mais un vaccin? Et si, loin de diviser, elle immunisait tout un peuple contre l'oubli de son histoire? Au Burkina Faso, cette intuition est devenue réalité, bouleversant non seulement la nation, mais aussi l'Afrique entière et les consciences du Sud global. Le concept de mémoire-vaccin a été développé par des psychologues locaux, inspiré des travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience collective. Lorsque les voix des disparus ont recommencé à murmurer, le président Traoré a refusé d'instrumentaliser la douleur. Le mémorial Silence a vu le jour. Ni statue d'un pouvoir, ni mausolée de revanche. Un espace ouvert à tous, sans drapeau ni récupération, sanctuaire pour l'Afrique, et phare discret pour les effacer. C'est un lieu vivant, où des ateliers d'écriture, des expositions de photos et des cérémonies de chant contribuent à faire vivre la mémoire au présent. La nouvelle a circulé vite, traversant les frontières comme une onde. Des étudiants ivoiriens ont partagé les lettres de leurs aïeux disparus. Des familles namibiennes ont envoyé des photos de tombes anonymes. À Accra, Kinshasa, Maputo, des foules se sont rassemblées devant les ambassades pour exiger la vérité sur les disparus. Ce n'était plus une affaire burkinabé. La mémoire devenait contagieuse, unifiant les voix du Sud global. À chaque étape, des cérémonies transnationales sont organisées, où les noms des disparus sont lus à voix haute, bravant les interdits. Sous cette vague, les gouvernements voisins ont annoncé un sommet inédit, une grande rencontre internationale dédiée à la mémoire et à la comptabilité. Aucun ancien dominateur, aucune firme étrangère impliquée dans le passé colonial ou minier n'y serait conviée. Pour la première fois, l'agenda serait dicté par les peuples eux-mêmes, sans surveillance extérieure. Cette démarche s'inspire du modèle des Gakaka rwandaises, où la justice populaire vise la réparation plutôt que la punition aveugle. Ce choix a déclenché de nouvelles pressions, menaces de sanctions, promesses d'aide conditionnées, campagnes médiatiques pour discréditer le mouvement. Mais la dynamique échappait déjà à tout contrôle. Jamais la mémoire partagée n'avait servi de ciment aussi puissant. La vulnérabilité d'hier se muait en force collective. La peur du silence se transformait en fierté d'avoir retrouvé la vérité. Des poèmes, des chansons et même des graffitis fleurissent dans les rues, portant le slogan « La mémoire nous libère ». À Ouagadougou, Dakar, Brasilia,
Manille, on parlait désormais d'une nouvelle dignité, celle qui naît quand les petites nations imposent leur propre cadre éthique au monde. La résistance silencieuse des oubliés offrait une leçon. Il n'existe pas de voix trop faible lorsque la justice devient principe, et non arme. Les règles du jeu commençaient à changer, et le monde entier devait écouter. Cette dynamique rappelle le printemps arabe, où les slogans et les récits locaux ont renversé les certitudes des puissances établies. Le risque ne disparaît pas. La mémoire peut être récupérée, dévoyée, transformée en prétexte à l'exclusion. Mais le gain est là, tangible, unité inédite, influence insoupçonnée et identité forte, bâtie sur la reconnaissance, non sur la revanche. Des familles qui ne se parlaient plus renouent, des associations d'anciens ennemis organisent des rencontres, et le pays découvre une solidarité nouvelle. Pourtant, l'épreuve n'est pas terminée, car chaque victoire sur l'oubli attire de nouveaux périls. Des groupes hostiles, internes ou externes, tentent de semer le doute, de relancer de vieux conflits. Les écoles, les médias, les artistes redoublent d'efforts pour protéger la mémoire et éviter qu'elle ne soit instrumentalisée à des fins politiques. Dans ce monde où l'oubli règne en maître, une question s'impose. Qui détient vraiment le pouvoir d'écrire votre histoire? Est-ce chacun de nous, ou ceux qui préfèrent effacer nos pas pour contrôler le récit collectif? Cette interrogation traverse les siècles, de la destruction des archives autochtones par les conquistadors à la censure des archives soviétiques sous Staline. Le droit de se souvenir, c'est le droit de ne pas s'effacer. Refuser l'oubli, c'est refuser d'être rayé du livre des vivants, comme tant d'autres avant nous. Ce pouvoir n'est pas octroyé d'en haut. Il naît dans chaque famille, chaque communauté, décidant de transmettre ce qui compte. Des ateliers de généalogie voient le jour, et les anciens apprennent aux plus jeunes à raconter leur histoire, celle de leurs parents, de leurs voisins, tissant ainsi un réseau de mémoire vivante. La mémoire donne la parole à ceux que l'on voulait faire taire. Quand le silence se brise, même les plus humbles retrouvent leur place dans l'histoire. Ce n'est pas la vengeance qui anime la mémoire, mais la volonté de se libérer, de devenir acteur et non simple victime. Ce principe est au cœur du projet sud-africain de l'Ubuntu, qui prône la réconciliation par la reconnaissance mutuelle des souffrances. Raconter, archiver, transmettre, voilà des armes pacifiques, mais puissantes. S'il n'existe pas de pierre tombale pour chaque disparu, chaque récit partagé, chaque document retrouvé en tient lieu. Dans cette révolution sans bruit, la mémoire devient une force politique, non pour diviser, mais pour rassembler et réparer. Les radios communautaires diffusent des émissions spéciales où les familles peuvent appeler pour témoigner, et des écrivains locaux publient des recueils de mémoire. Voyez ces jeunes qui, aujourd'hui, collectent les voix des anciens, filment, écrivent, partagent. Là où la justice classique échoue, la parole rend justice. Ce qui était tu éclate au grand jour, et nul ne peut plus prétendre ignorer. La mémoire, une fois libérée, devient incontrôlable. Des festivals de la mémoire sont créés, où les arts scéniques, la poésie, la musique et même le rap deviennent les vecteurs d'une histoire enfin assumée. Se taire, c'est laisser d'autres écrire, ou effacer notre histoire à notre place. Témoigner, c'est préserver le passé, mais aussi l'avenir, celui de nos enfants, de nos communautés, du pays tout entier. Transmettre, c'est garantir que la dignité résiste au temps et à la disparition. Des applications mobiles sont développées pour permettre à chacun d'enregistrer et de transmettre les récits familiaux. Face à la tentation du déni ou du silence, une question demeure. Que laisserons-nous derrière nous et qui aura le dernier mot sur notre histoire? Les sociétés qui refusent de regarder leur passé en face risquent de répéter les mêmes erreurs, comme le montrent les résurgences de conflits identitaires partout dans le monde. La révolution silencieuse du Burkina Faso prouve que la mémoire peut transformer une blessure collective en élan de dignité. Mais pour que ce mouvement grandisse, il faut maintenant affronter le regard du monde. Des alliances internationales sont créées, des jumelages de mémoriaux voient le jour entre pays africains et sud-américains, pour que la mémoire franchisse les océans. On ne peut pas effacer un peuple qui a appris à transformer la mémoire en force vivante.
Comme les Juifs après la Shoah, comme les Arméniens après le génocide, le Burkina Faso montre que la résilience collective passe par la vérité et la transmission. Ce que le Burkina Faso a accompli dépasse le simple hommage. C'est une insurrection contre l'oubli, une reconquête audacieuse de son identité, un refus que d'autres dictent le récit. Chaque année, une journée nationale de la mémoire est organisée, rassemblant toutes les générations autour d'une cérémonie de lumière et de silence. Face à la fosse commune, la douleur aurait pu conduire à la vengeance ou au silence. Mais le choix a été radical. Faire de la mémoire un acte politique, non pour punir, mais pour dévoiler, comprendre et reconstruire. Des cercles de parole sont instaurés dans chaque commune, permettant à chacun d'exprimer sa douleur et ses espoirs. Le président Traoré, en ordonnant l'exhumation publique et la publication des archives, a bouleversé les règles. Il a prouvé qu'un pays, même relégué à la marge, peut imposer au monde une autre éthique du souvenir. Exiger la vérité comme socle d'une souveraineté retrouvée. Ce geste inspire d'autres nations à revisiter leurs propres archives et à réhabiliter les oubliés de leur histoire nationale. Ce geste a dépassé la logique du rapport de force. Là où les puissants préfèrent le secret ou la manipulation, le Burkina Faso a choisi la lumière. Il a refusé de se taire, même sous la menace de l'isolement diplomatique ou économique. Ce courage rappelle celui de Nelson Mandela qui, en sortant de prison, a choisi la réconciliation plutôt que la vengeance. Mais ce choix a un prix. Refuser la mémoire, c'est accepter d'être effacé, réduit au silence, privé de toute transmission. C'est abandonner sa place dans le monde et condamner son avenir à l'oubli. Des pays qui ont nié leur passé, comme l'Espagne sur la guerre civile, ont vu des blessures non cicatrisées empoisonner des générations. Au contraire, réinvestir l'histoire, c'est regagner du temps dérobé et une dignité confisquée. C'est ouvrir l'avenir, non dans la revanche, mais par la réparation de la vérité. Cela permet à chacun, à chaque communauté, d'agir, de s'unir, d'imaginer d'autres possibles. Des programmes de réparation symbolique, comme la création de bourses d'études pour les descendants des disparus, sont mis en place. La mémoire n'est pas une arme contre l'autre. C'est une force qui relie les vivants et les disparus, qui donne du poids au présent et façonne le futur. C'est la racine d'une souveraineté réelle, intime et collective. Les villages qui autrefois s'ignoraient organisent désormais des fêtes communes, unissant leurs récits et leurs espoirs. Désormais, l'enjeu dépasse le Burkina Faso. La question vous est posée. Qui racontera votre histoire si vous ne la saisissez pas? Qui décidera de votre avenir si vous laissez votre mémoire à l'oubli ou aux puissants? Cette question, posée à haute voix lors du sommet de la mémoire à Bamako, a trouvé un écho dans toute l'Afrique et au-delà. Ne laissez pas d'autres écrire ce que vous êtes. Reprenez la main sur votre passé. Soyez gardien de vos récits, bâtisseur d'une dignité partagée. C'est là que naît la liberté, et qu'un nouveau possible s'ouvre pour vous, pour votre peuple, pour l'humanité tout entière. Le Burkina Faso a montré la voie, mais le dernier mot appartient à chacun d'entre nous. L'histoire n'est jamais figée. Elle attend que nous l'écrivions, ensemble, avec courage, lucidité et espoir.